Bonjour à tout le monde. Alors normalement, vous avez eu une fiche recto verso avec le plan et une carte. Il n'y a que ça aujourd'hui. Mais j'avais prévu beaucoup plus, je voulais vous donner des documents et des références, mais je n'ai pas eu le temps de les compléter. Donc il y a le titre qui est resté, mais il n'y a que le plan et la carte. Voilà, donc l'erreur est dans le titre, sous l'illustration, enfin sous le logo de l'Université du Temps Libre. Je vous ai mis mon adresse email aussi. Si vous souhaitez communiquer, si vous souhaitez avoir des références qui m'ont servi pour les différents cours que j'ai faits, si vous souhaitez échanger aussi, pourquoi pas. Ça permettra de plus vous connaître. Je fais circuler un tableau avec une feuille de présence aujourd'hui. Si vous voulez le compléter, merci. Donc, oui, il n'y a pas un groupe qui va arriver en retard cette fois-ci. Vous pensez qu'on peut commencer? Donc aujourd'hui, la vallée d'Aspe, une vallée béarnaise à la croisée des chemins. Une vallée à la croisée des chemins. J'avais prévu ça donc avec Alain Cazenave-Piarot comme étude de géographie régionale après l'Andorre. Alors on passe un peu d'un extrême à l'autre, puisque, alors à la fois géographiquement, puisqu'on passe du sud-est des Pyrénées au nord-ouest, mais évidemment on va changer de monde économique, évidemment social. Et dans les évolutions, on n'est plus du tout dans les mêmes dynamiques. Alors évidemment, on va très vite partir sur cet aspect axe routier ferroviaire qui caractérise cette vallée. La citation de notre cher haut-commissaire au plan que je vous propose, tirée de la République des Pyrénées, fait écho, alors je ne sais pas si c'est une certitude de sa part, on reverra le camp franc un jour plus prochain qu'on ne le croit. En tout cas, il l'a dit, c'est écrit, mais beaucoup en doutent, les Espagnols non apparemment, mais nous allons en discuter. Alors cette vallée du nord-ouest des Pyrénées, vous avez une petite carte pour la situer, donc moi je vous ai détouré avec des pointillés noirs l'ancien canton d'Acous. Autrefois, Acous était le chef-lieu du canton qu'on appelait le canton de la vallée d'Aspe. Sachez que sous le mandat de François Hollande, il y a eu une réforme des territoires. Tous les cantons ont été remaniés et le canton d'Acous a été intégré au canton d'Oloron-Ouest. Et du coup, aujourd'hui, il s'appelle le canton d'Oloron 1. Bon, c'est un petit peu moins bucolique que le canton d'Acous ou le canton de la vallée d'Aspe. Et du coup, la vallée d'Aspe est intégrée dans un canton beaucoup plus grand. Alors je me suis quand même servi de ces limites pour situer cette vallée. Et pour avoir des données administratives, je m'appuierai souvent sur cette délimitation du canton avec ces 13 villages. Bien, après, évidemment, on peut en discuter. J'ai tranché. Pour moi, la vallée d'Aspe, ça va être limité à ces 13 communes, dont depuis Escotte jusqu'à Urdos. Mais c'est vrai que les habitants d'Azasparos, de l'Urbe-Saint-Christo, qui sont au débouché de la vallée, peuvent revendiquer aussi une appartenance à la vallée d'Aspe, tout à fait légitimement. On peut aussi discuter pour Issor, qui n'est même pas sur ma carte, je m'en excuse. Issor est un peu entre deux, entre le Bar-et-Tous et la vallée d'Aspe. Alors Issor, sur votre carte, serait ici, là, au débouché du gave de Lourdios. Donc on est dans la vallée du Lourdios, pas dans la vallée du gave d'Aspe, qui donne son nom à la vallée qui nous intéresse. Alors d'après M. Gros-Claude, le spécialiste du Béarnais notamment, le nom d'Aspe viendrait de aspé, sous la roche, sous les rochers, et il aurait donné son nom à Aspaluca, qui est la dénomination latine d'Acous.
Ça aurait donné ensuite le nom au Gave, le Gave d'Aspe, qui est un affluent donc. Alors c'est un sous-affluent de la Dour. Le Gave d'Aspe rejoint le Gave d'Ossau à Oloron-Sainte-Marie. C'est pour ça que j'ai mis Oloron-Sainte-Marie au nord sur votre carte. Et ils forment ensemble le Gave d'Oloron, qui rejoint ensuite vers Peyrehorade le Gave de Pau. Ils forment les Gaves réunis pour se jeter ensuite dans la Dour. Donc on est dans le bassin élargi de la Dour. Donc la vallée s'étend jusqu'à la frontière qui ne suit pas tout à fait au sud la limite du partage des eaux. Donc sur votre carte, la frontière n'est pas, j'ai pas mis de pointillé dessus parce qu'on la voyait quand même assez bien avec ce trait blanc. Donc au sud-ouest, donc entre la table des Trois Rois et on va dire jusqu'à la zone du pic d'Arlette que vous avez sur votre carte, on suit la ligne du partage des eaux entre le bassin de l'Èbre et donc le Rio Aragon et le bassin de la Dour. Mais à partir de la zone d'Arlette, eh bien, les tracés sont assez complexes, hein, parfois en ligne droite à travers la montagne. Et la ligne du partage des eaux, elle est plutôt sur le pic d'Aspe, hein, qui, vous m'en excuserez, mais n'est pas sur cette carte aussi. Bon, c'est un peu dommage, mais il est en Espagne, juste au sud de la frontière. Donc au nord, on est sur une vallée qui débouche sur le fameux Piémont béarnais. Donc c'est une des 3 vallées béarnaises. Vous savez que à l'ouest, on a la vallée du Barré-Tous, et à l'est, donc la vallée d'Ossau, la sœur de la vallée d'Aspe, à laquelle elle est souvent associée, en bien ou en mal, ça dépend des points de vue. On est sur un territoire qui a une superficie de 489 km², donc ça ressemble un petit peu aux chiffres qu'on avait pour l'Andorre. L'Andorre est à 468 km², on est à peu près sur les mêmes dimensions d'une vallée, donc, pyrénéenne. Mais, si vous vous rappelez, en Andorre, il y avait, donc d'après les chiffres, entre 80 et 85 000 habitants. En Vallée d'Aspe, là, sur les 13 communes, on est à 2500 habitants. Donc on est de suite dans une autre dimension. Et cette vallée, donc vous le voyez sur votre carte, même si je n'ai pas repassé la route, on voit quand même son tracé longitudinal qui suit l'orientation générale de la vallée, hein, une vallée typique des Pyrénées orientée nord-sud. Donc elle vient du Piémont béarnais vers le fameux col du Somport, à 1600 mètres d'altitude, que vous avez donc tout au sud. Cette route donne vraiment sa caractéristique à la vallée, historiquement en plus, hein, puisque c'est une route qui existait à l'époque des Romains, et qui avait été relayé au Moyen-Âge par les chemins de Saint-Jacques. Donc c'est vraiment un aspect majeur de cette vallée, le fait que ce soit une vallée de passage, et on en discutera bien sûr largement dans ce cours. Alors, on va s'interroger sur le rapport entre cette qualité d'axe et cette vallée. Aujourd'hui, on a souvent tendance à lire dans l'actualité les mésaventures liées à la route qui traverse cette vallée, tel camion qui s'est renversé, ou tel accident qui a eu lieu, telle polémique sur le passage de tel camion ou de tel transporteur. Et évidemment, les débats sur le serpent de mer de la voie ferrée à reconstruire ou pas. Donc je vous propose la problématique suivante: dans quelle mesure cette vallée d'Aspe peut-elle se détacher d'un destin de couloir à camion? C'est ce que je vous ai proposé en problématique dans la fiche que je vous ai donnée. Alors, 3 parties pour tenter de répondre à cette problématique. On va voir déjà que on va décrire le contexte de déprises locales, hein, des prises rurales, des prises de montagne, dans la première partie, donc une partie un petit peu terne, on va dire, qui va examiner tout ce que vit cette vallée touchée par la déprise.
On va ensuite examiner les atouts touristiques qui existent, mais qui ne sont pas aussi porteurs que dans d'autres vallées des Pyrénées. Et enfin, on reviendra à la route pour discuter de sa capacité à apporter un nouveau développement pour la vallée d'Aspe. Donc, si vous permettez, première partie, la déprise que connaît ce territoire de montagne, cette vallée. La déprise, elle est d'abord donc démographique, petit 1, dans cette grande première partie. Donc, je vous l'ai dit, les chiffres sont assez parlants. Alors, c'est pas tout à fait exceptionnel, cette dynamique que connaît la vallée d'Aspe. Si on va dans les vallées comme celle de la Haute-Soule, autour de Tardets, ou si dans certaines vallées ariégeoises, on pourrait avoir le même type de graphique. Vous voyez que vers le milieu du 19e siècle, le canton d'Acous approchait les 12 000 habitants. Donc 150 ans plus tard, la population a été divisée presque par 4 en fait. Donc là, on est typiquement dans l'exode rural qui a battu son plein, donc fin 19e, début 20e. Si vous consultez des données historiques, c'est parfois impressionnant. À l'Esquin, par exemple, on a atteint jusqu'à 1500 habitants. 1500 habitants à l'Esquin, alors qu'aujourd'hui, il n'y en a qu'une centaine. Même chose à Bedous, on dépassait les 1200, 1300 habitants. Donc là, on est dans un exemple typique de vallée qui a connu un déclin démographique sans précédent dans son histoire, après les maximums de peuplement du 19e. Donc voilà, pour mon graphique, je me suis arrêté à 99 pour que ce soit régulier dans le temps, là, selon les recensements dont on disposait. Mais donc le chiffre actuel, le plus récent, c'était pour 2021, on a 2500 habitants. Donc alors que là, on était encore à 2800 en 1999. Donc là, le déclin continue encore. Sur les 20 dernières années, la vallée a perdu encore 300 habitants en 20 ans. Vous voyez, si on consulte les graphes de l'INSEE, les cartes de l'INSEE, en vert, donc là, c'est plus c'est vert et plus ça baisse. En quelque sorte, plus c'est orange, plus ça augmente. Alors au milieu de la vallée d'Aspe, quand même, vous avez ici une commune qui a une forme un peu curieuse. C'est la commune d'Acous, ancien chef-lieu de la vallée d'Aspe. Et la commune d'Acous est liée largement à l'usine Toya, dont nous reparlerons. Donc il y avait eu certainement une dynamique d'embauche à cette époque-là. Et donc, ça peut expliquer quelques habitants supplémentaires. Et on est dans des villages où il suffit de l'installation d'une famille ou deux pour inverser les tendances sur 5 ou 10 ans. Et si vous regardez d'ailleurs la carte suivante, c'est-à-dire l'époque plus récente, entre 2015 et 2021, Acous est à nouveau dans le négatif. Donc c'est difficile à lire, mais c'est par ici, vous voyez, la vallée d'Aspe est ici. Et donc Acous est ici en turquoise clair, on va dire. Donc on est à moins 0,2 à moins 0,4% d'évolution. Donc c'était vraiment exceptionnel dans les 20 dernières années que Acous ait été autant dans le positif. Mais globalement, la plupart des communes de cette vallée d'Aspe continuent de connaître ce déclin. Et de toute façon, quand il y a une phase d'augmentation, c'est des pourcentages relativement faibles qui sont toujours transitoires. Donc le déclin démographique a tendance plutôt à continuer. Donc c'est quelque chose qui se voit dans le paysage. Vous avez énormément dans les villages de maisons vides avec les volets clos, de panneaux à vendre sur les différentes habitations. Vous n'avez quasiment plus de construction neuve dans beaucoup de villages, à quelques exceptions près. Et dans le paysage rural, beaucoup de dynamique d'enfrichement, donc disparition des prés, progression de la forêt, c'est très fréquent donc en vallée d'Aspe. Alors l'économie est en plus très fragile. Si on constate l'évolution de l'emploi salarié privé, on est plus négative. Alors là, c'est l'inverse au niveau des couleurs. Plus c'est orange, plus c'est négatif.
Donc dans la vallée d'Aspe, il n'y a quasiment que des cercles déjà très petits, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'effectifs d'emploi. Plus le cercle est gros, plus il y a d'emplois. On voit très vite les villes qui ressortent sur ce type de carte. Et par contre, on a des cercles souvent coloriés en orange. Ici, c'est celui d'Akous. Ici, ça doit être celui de Les Atas. Celui-ci, ça doit être celui de Bedouce peut-être alors. Les centres sont difficiles à lire, mais bon. En tout cas, la vallée d'Aspe est par ici. On a plutôt des évolutions négatives. Là, c'est sur la période 2008-2017. Si on cherche des chiffres sur le récent, sur le niveau de vie, on est plutôt dans des catégories de communes où le niveau de vie est inférieur à la moyenne. Donc plutôt des populations relativement pauvres par rapport à la moyenne française. Par rapport ici au Béarn, vous voyez, ça ne se distingue pas beaucoup, encore une fois, de la Soule ou des Hautes-Vallées basques. Mais on a déjà une distinction avec la vallée d'Ossau. La vallée d'Ossau, les couleurs ont plus tendance vers le rouge. Donc là, plus c'est rouge, plus c'est riche. Là, c'est le niveau de vie médian pour 2021. Donc évidemment, autour de Pau, on a des communes de périphérie qui sont relativement aisées. À noter que la ville centrale, Pau, est quand même plus pauvre que la moyenne de sa périphérie. Et alors par contre, en vallée d'Aspe, alors on a beaucoup de communes en plus, on n'a pas de données, mais globalement, les couleurs sont très palichonnes, c'est-à-dire dans les catégories les plus faibles, donc les plus pauvres, avec des revenus médians inférieurs à 20 000 euros par an dans la majorité des communes. Donc, déclin démographique, plutôt une tendance au déclin de l'emploi aussi, et plutôt une tendance à la pauvreté dans la population. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. La prégnance de l'agriculture est encore relativement importante, mais bon, ces cartes sont assez difficiles à lire. L'agriculture est quand même beaucoup moins présente en vallée d'Aspe que dans le Pays Basque. Le Pays Basque, la Haute-Navarre et la Haute-Soule ont des exploitations relativement dynamiques, alors qu'en vallée d'Aspe, on est plutôt sur des départs à la retraite non remplacés et beaucoup d'exploitations qui ont tendance à la fermeture. Bon, je ne me perds pas dans les détails, mais une économie agricole plutôt en déclin également. Alors, on a une exception industrielle dans la vallée d'Aspe, défendue par le député Jean Lassalle, qui a fait une grève de la faim pour contester le départ de cette usine de la vallée. Alors l'usine Toyal, T-O-Y-A-L, est basée à Akous. Alors c'est sur le territoire administratif d'Akous, mais c'est tout au pied de la route qui monte à l'Esquin. Donc sur votre carte, je ne vais pas reprojeter la carte. Elle serait à peu près au centre de la vallée, donc juste après ce qui est noté Esquite, au sud d'Esquite, là où il y est écrit Pont du Roi. Pas loin de ce qu'ils appellent le Pont du Roi qui mène au village de l'Esquin. Donc on n'est pas directement sur la N134, mais donc en venant d'Oloron ou en venant de Tarbes par exemple, il faut tourner à droite en montant sur l'Esquin et on tombe de suite sur cette usine. Donc qui est en activité, qui emploie encore une centaine de salariés à peu près, et qui produit essentiellement donc des peintures pour les carrosseries, enfin des composants intégrés à la peinture des carrosseries des voitures notamment. Alors pour d'autres applications de peinture aussi, mais ils se sont spécialisés. Alors pourquoi se sont-ils implantés ici ? Au départ, c'est parce qu'il y avait une production hydroélectrique, avec l'arrivée de conduites forcées, qu'on voit sur cette illustration à gauche. Donc ils ont une électricité très bon marché. Alors, vu l'évolution des prix de l'électricité, ça va peut-être les inciter à rester. On ne sait pas trop. Mais la question du départ ou de la délocalisation va souvent se reposer et il n'y aura peut-être pas toujours un Jean Lassalle pour faire grève de la faim systématiquement. Toyal appartient à une firme japonaise qui a peut-être d'autres idées en tête pour son développement.
Bon, il y a déjà des sites de production dans la zone de Mourinx et de Lacs. Et à long terme, bon, la vallée ne peut pas miser sur un développement extraordinaire à partir de cette seule usine. Ça nous amène aussi à dire que, du point de vue de l'hydroélectricité, la vallée est assez peu productive, finalement, par rapport à ses voisines. Il y a beaucoup plus de centrales en vallée d'Ossau, beaucoup plus de centrales dans les vallées du 65, des Hautes-Pyrénées, des usines d'une beaucoup plus grande envergure. Globalement, la vallée d'Aspe a été beaucoup moins... il n'y a pas de grand barrage, en tout cas, en vallée d'Aspe. Bon, c'est lié aussi à une nature calcaire, peut-être, des montagnes, qui fait que l'eau a tendance à énormément s'infiltrer. Et les ruisseaux sont très souvent souterrains. Donc ça aurait nécessité peut-être des aménagements trop coûteux. Alors, autre différence notable avec les autres vallées de haute montagne, c'est une vallée où il n'y a pas de station de ski alpin. Donc on est à la limite géographiquement de la haute montagne et de la moyenne montagne. Les sommets atteignent 2600 mètres. Donc vous avez plusieurs sommets qui sont marqués sur votre carte. Donc vous voyez le point culminant à l'est, c'est le pic de Sesque, qui fait la limite entre la vallée d'Ossau et la vallée d'Aspe. Donc on est dans une question de potentiel. C'est vrai que développer le ski en vallée d'Aspe, alors sur le massif du Sesque, c'est des pentes énormes, c'est des dénivelés très importants, mais vraiment pour accueillir une station de ski, c'était très périlleux, puisque il n'y a pas vraiment de zone d'espace très favorable. Au sud, on atteint aussi des altitudes relativement élevées, 2600 mètres je vous l'ai dit, mais plutôt en Espagne. Et alors du coup, la station la plus proche de la vallée d'Aspe, au sud, c'est celle de Candanchou. Alors, elle n'est pas écrite, oui, sur votre... je vais le... Donc les Espagnols disposant des terrains les plus favorables, les plus élevés, qui, au niveau géographie physique, relèvent de la vallée d'Aspe, ce sont eux qui ont développé finalement des stations de ski alpin au sud de la vallée. Donc Candanchou est sur les flancs nord du pic d'Aspe. Je l'ai ici sur cette carte extraite de l'IGN. Alors je ne sais pas si ça vous gêne ceci, peut-être Non Ça va. Et Astun, donc, est plus, vous avez Candanchou ici, est plus à l'est de la station du Somport. Donc ce sont deux petites stations qui, même côté espagnol, ne sont pas non plus sur une pente très dynamique, on va dire. On est quand même dans des altitudes relativement basses, un enneigement très moyen. Elle tourne encore. Alors Candanchou est la plus ancienne des stations espagnoles. Elle avait été développée au moment de l'arrivée du train, qui avait été aménagé en 1928, donc à l'époque du roi Alphonse XIII, et on est dans une station espagnole très ancienne. Mais donc, elle est espagnole, et en plus, on est loin des centres français d'habitation. Oloron, je vous ai parlé du déclin démographique de la vallée d'Aspe, mais Oloron aussi connaît au moins une stagnation démographique, si ce n'est une baisse. Donc il n'y a pas de centre urbain de proximité assez porteur. Pau est relativement loin et c'est la ville la plus proche, la ville de taille moyenne la plus proche. Les Palois vont, vous le savez, davantage à Gourette, voire dans les Hautes-Pyrénées aussi. Et il y a une concurrente toute trouvée aussi pour une éventuelle station dans la vallée d'Aspe, c'est la station de la Pierre-Saint-Martin, qui est donc chez les voisins. Là où il y a le terrain le plus favorable, des pentes d'altitude relativement modérées au-dessus de 2000 mètres, c'est le massif du Pic d'Any. Et le flanc nord donne sur la vallée du Barretous. Alors que la vallée d'Aspe, elle, reçoit le flanc sud-sud-est qui, évidemment, n'est pas forcément propice au développement du ski. Il y a quand même donc
certains le savent certainement, une station de ski de fond, bon, qui a bénéficié d'investissements assez conséquents récemment de la part de la communauté de communes de la vallée d'Aspe, alors qui est maintenant intégrée à la communauté de communes du Haut-Béarn, dont Oloron est le siège. Et notamment, ce bâtiment a été aménagé avec des investissements transfrontaliers, puisque les Espagnols aussi ont apporté leur contribution. Et on est donc plutôt sur du ski de fond, donc une activité certes de sport d'hiver, mais qui est beaucoup moins rentable que le ski alpin. Alors on pourra, si on a une sensibilité écologique, se dire que c'est moins destructeur du point de vue des aménagements que le ski alpin. À noter qu'on est dans le parc national quand même. Cette station de ski de fond a été aménagée alors que le parc national est implanté depuis 1967. Vous avez sur votre carte, alors c'est en gris foncé, le parc national des Pyrénées, ses limites. Vous voyez que toute la haute zone de la vallée d'Aspe, au sud, est partie intégrante, bon, sur une largeur de souvent 2-3 km à peine, depuis la frontière. Ce n'est pas énorme comme zone, mais il y a quand même le parc national, la route y passe, et la station de ski de fond y est implantée. Donc il y a une dérogation nécessaire pour pouvoir faire tous ces travaux, mais elle a été acceptée dans la mesure où le ski de fond, a priori, dérange un peu moins la vie sauvage. Alors, voilà un tableau peu reluisant qui nous fait l'état donc d'une vallée clairement en difficulté. Alors elle n'est pas dénuée de beauté ni d'aménité. Les atouts touristiques, elle en a beaucoup, mais du point de vue stricto sensu économique, ils sont clairement peu productifs. Alors cette vallée est il faudrait faire des sondages sur la connaissance de toutes les vallées par les Français, mais c'est souvent une vallée que, quand on parle à des gens qui ne connaissent pas les Pyrénées, il faut leur situer. Ils n'ont pas forcément entendu parler. Bon, en plus, le mot Aspe revient dans beaucoup de toponymes d'autres vallées, sous la forme d'Aspet, Aspin. Du coup, beaucoup de gens extérieurs ont tendance à confondre cette vallée avec d'autres. Mais je ne sais pas si vous la connaissez bien. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez beau. Là, on est au-dessus de Bedouce. Vous avez donc le cœur glaciaire de l'ancienne Auge, formé par les glaciers du Quaternaire. Vous reconnaissez, je suppose que vous les avez étudiés avec M. Cazenave-Piarot, les formes de relief typiques des auges glaciaires. Donc vous avez un fond plat. Alors on ne voit pas bien les flancs. Et c'est vrai que là, c'était tellement large que la photo est coupée de telle sorte qu'on ne voit pas la moraine terminale. Mais vous savez peut-être que quand on arrive à Bedouce, on doit franchir une côte assez importante, surtout si on arrive à vélo, et ensuite redescendre derrière. C'est ce qui reste de la moraine terminale du glacier qui poussait donc jusque-là. Il arrivait donc à 400 mètres d'altitude, ce qui correspond à l'altitude de Lourdes. On est tout à fait dans les critères habituels des vallées glaciaires. Alors, les hasards de la tectonique ont fait qu'il y avait une grande barrière de calcaire qui entravait le passage du glacier, qui, avec le concours de la rivière du Gave d'Aspe, a percé cette fameuse cluse et qui forme vraiment une échancrure dans la vallée, la porte de la Haute-Vallée d'Aspe, là où se trouve justement le fameux pont d'Esquite. Donc vous avez au premier plan Bedouce, qui a été de tout temps le cœur économique de la vallée. C'est encore là qu'il y a le plus de commerce. On voit donc à l'arrière-plan à gauche, ici Accous, et son fameux Puey, qui est souvent orné de dessins végétaux tracés par les services. Alors je ne sais pas si c'est les services de la mairie ou si c'est des bénévoles qui font ça pour décorer, mais souvent ils nous font des illustrations dans les fougères
en fauchant de telle sorte que ça fasse apparaître un lapin ou une... qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Une marmotte ou quelque chose comme ça. Je crois moi j'avais vu un lapin. Peut-être que vous avez vu autre chose? Non? Un bonhomme, oui, peut-être, oui. Et alors, sur la droite de la photographie, vous avez d'autres villages, donc les Atas, séparés en deux, hein, les deux anciens villages, Les et Atas, ont été regroupés en Les Atas, et on entrevoit un tout petit peu le début du village d'Os-en-Aspe, au pied du Layens. Ici, donc, c'est le pic Ouiaris. On atteint donc presque 2000 mètres et c'est la porte du massif du pic d'Ani qu'on voit pas très bien ici, mais donc le massif du pic d'Ani est ici sur la droite. Le cirque de l'Esquin se trouverait ici, là, en arrière-plan. Donc là, ce sont les montagnes qui mènent vers le cirque d'Ansabert. Hein. On voit pas très bien avec précision quels seraient les sommets ici, là. Et donc la vallée de l'Esquin part ici, depuis ce point de vue, donc, qui est au sud de Bedouce. Alors, pardon. Donc, on a quand même un paysage avec un potentiel relativement intéressant. On voit à peine la route, finalement, qui va beaucoup nous occuper. La route, dans un tel paysage, bon, n'apparaît que comme un petit trait qui ne défigure pas tant que ça la vallée, alors que c'est vrai qu'elle occupe tant de bruit dans les médias. Elle fait tant de bruit dans les médias, pardon. En plus, cette route ne doit pas faire oublier qu'il y a de nombreux petits vallons latéraux en vallée d'Aspe. Évidemment, le plus emblématique et le principal, c'est celui de l'Esquin et son fameux cirque. Alors, le cirque, finalement, bon, bien sûr qu'il a un lien avec l'érosion glaciaire, mais il est aussi largement dû à la complexité de l'histoire géologique du secteur. Bon, on est majoritairement dans des roches calcaires, hein, le gris clair en témoigne. Vous avez notamment le Billard sur la droite, hein, qui est le sommet le plus proéminent de ce cirque, et tout à droite, hein, le fameux pic d'Ani, qui est donc le point culminant sur la partie ouest de la vallée d'Aspe. Vous avez au fond donc quelques aperçus ici des aiguilles d'Ansabert, et puis ici c'est ce qu'on appelle Penne-Blanque. Donc le village de l'Esquin qui contient aussi dans sa périphérie de très nombreuses granges, hein, les fameuses bordes, éparpillées dans toute la commune. On est à des altitudes de l'ordre de 900 à 1000 mètres tout autour du village, et avec souvent de belles expositions qui font qu'il y a énormément de résidences secondaires conservées dans ce cirque. Donc c'est un site assez connu des excursionnistes ou des randonneurs, ce cirque de l'Esquin. On peut faire évidemment des photos toutes plus merveilleuses les unes que les autres, notamment au printemps, comme celle-ci peut le montrer par exemple. Voilà les fameuses aiguilles d'Ansabert aussi, qui ont été des lieux de haute voltige pour l'escalade en des temps des pionniers du pyrénéisme aussi. Autre vallon latéral, alors beaucoup moins connu, mais qui finalement se donne des airs de Petit Lesquin, c'est le vallon d'Aidius. Alors je vais peut-être écrire le... Pardon. Donc on est à des altitudes plus basses, hein. Aidius c'est à environ 700 mètres d'altitude, une route en impasse comme l'Esquin. Le vallon ne mène pas vers l'Espagne, puisque côté l'Esquin vous aviez le col de Pau qui permettait de passer vers l'Espagne. Là on est dans un vallon qui mène au col d'Arioutorte, qui permet de rejoindre la vallée d'Ossau et la Reims. Donc vous l'avez sur votre carte. Non seulement Aidius, non, vous n'avez pas vous avez le Gaïve d'Aidius et vous n'avez pas le col d'Arioutorte, mais bon. Donc on est ici au-dessus il faut passer à Bedouce, hein, pour aller à Aidius, et on est donc à l'est de la vallée.
Donc vous avez la même configuration un petit peu qu'à l'Esquin, après un village principal et tout un tas de granges, alors peut-être un peu moins nombreuses, hein, c'était un peu moins étendu, et des zones, là on est plutôt dans des zones forestières assez escarpées. Mais donc, je ne fais pas le tour de toute la vallée. Vous avez comme ça pas mal de vallons relativement sympathiques et connus des excursionnistes. Au niveau culturel, la vallée d'Aspe est vraiment porteuse d'une histoire extrêmement riche. Je vous ai dit que les chemins de Saint-Jacques l'ont parcouru, donc, et continuent de le faire, puisqu'il y a toujours des pèlerins. Et ils sont encore aujourd'hui accueillis par des moines, puisqu'il y a des moines prémontrés qui se sont réinstallés dans l'ancien prieuré donc de Sarrance. Donc là, Sarrance, on est au début de la vallée, côté nord, donc tout au nord de la vallée, presque à l'entrée de la vallée d'Aspe, quand on vient de la plaine. Et vous avez donc les bâtiments conventuels ici au premier plan, avec le clocher de l'église de Sarrance, donc église qui avait été construite à la suite d'une légende relativement classique dans les Pyrénées, mais aussi en France, qui raconte qu'un taureau aurait trouvé une statuette de la Vierge qui se serait elle-même déplacée après qu'on l'ait fait disparaître. Et donc sur le site de la découverte par l'animal, on aurait donc édifié une chapelle et ensuite ça aurait été un lieu de pèlerinage. Donc c'est des schémas très classiques dans les légendes pyrénéennes, mais qui ont ensuite été le cœur d'une activité donc religieuse. Alors voilà le bâtiment vu de haut. Et alors notez la route, c'est vrai que Sarrance, quand on visite le village, on l'oublie vite cette route une fois qu'on a passé le premier front de bâtiments. Mais quand on est là sur la droite de la photographie, il est difficile de se promener tranquillement en longeant les maisons les plus à droite. Et on a sans cesse ce bruit qui est répercuté en écho des camions qui passent ou des voitures. Le trafic finalement, heureusement ou pas, n'est pas si intense que ça certains jours, mais c'est vrai qu'au niveau paysage, ça se voit énormément. Alors vous avez aussi des personnalités historiques assez étonnantes qui viennent de la vallée d'Aspe. La vallée d'Aspe, je vous ai dit que son exode rural avait été assez fort au XIXe siècle, et elle est aussi le lieu de départ de très nombreux émigrés béarnais qui sont allés chercher fortune en Amérique latine, notamment en Argentine, en Uruguay, mais aussi aux États-Unis. Et vous avez par exemple Pierre Laclède de Bedouce, qui a fondé la ville de Saint-Louis, rien que ça. Alors il n'est pas le seul fondateur, ils étaient 3, mais il est dans les fondateurs de la ville de Saint-Louis aux États-Unis. Des représentants de Saint-Louis sont venus récemment, il y a 10 ans, donc remettre un drapeau de la ville à Bedouce. Et Pierre Laclède, donc au XVIIIe siècle, faisait partie de ces pionniers aventuriers qui partaient chercher fortune en Amérique. Alors il est issu d'une famille noble, relativement aisée pour la vallée. Vous avez aussi des monuments de la poésie régionale qui ont vécu en Vallée d'Aspe, qui en sont issus. On a un obélisque en Vallée d'Aspe qui rend hommage à Cyprien d'Épourin, le fameux poète béarnais qui a vécu essentiellement au XVIIe siècle, même s'il est né en 1698, mais au XVIIIe siècle, pardon. Donc il est né à la fin du XVIIe et il a vécu au XVIIIe essentiellement. Alors c'est une vallée qui essaie de stimuler son côté touristique et ses atouts. Elle essaie de développer quelques festivals. Vous avez notamment la fête du fromage, alors qui a eu lieu dans différents villages, à Etsotte, à Les Atas. Donc les dernières sessions, c'était à Les Atas. Mais il y a quand même une vie culturelle.
qui essaie donc de porter un petit peu le développement territorial de la vallée. Mais un des atouts les plus développés, sur lesquels on a le plus investi, y compris au niveau du Conseil général récemment, c'est le fameux fort du Portalet. Alors là, on revient à la route. Vous voyez, qu'est-ce qui a apporté ce fort? C'est la présence de ce passage, la possibilité éventuelle aussi pour les Espagnols d'attaquer le territoire français. C'était au 19e, sous Louis-Philippe. Les relations entre la France et l'Espagne n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Bon, l'Espagne était dans une période de troubles assez importants au XIXe siècle, avec des multiples guerres et révolutions qui se sont enchaînées. Bon, on peut dire qu'aussi, la France du XIXe siècle n'était pas si stable non plus. Louis-Philippe donc a fait commencer la construction d'un fort, qui, un peu comme la ligne Maginot, n'a pas servi à grand-chose du point de vue militaire. Du coup, finalement, il est en assez bon état. Et vous savez peut-être qu'il a servi de prison pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, maintenant, c'est surtout ça qu'on met en avant quand on le visite. Hein. Il a accueilli Léon Blum, par exemple, et bien sûr, Philippe Pétain, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a eu un patient travail de rénovation qui est encore en cours. Hein. Ils sont en train de rénover le pont qui est au premier plan à droite, là. Mais les visites sont de plus en plus nombreuses. J'y ai moi-même amené des élèves l'an dernier et il y a quelque chose qui prend. Alors, c'est pas non plus quelque chose qui va transformer l'avenir de la vallée, mais il y a un petit marché touristique en développement, d'autant qu'ils ont souhaité, avec la communauté de communes, aménager une passerelle. Alors, je ne sais pas si vous êtes fan de ce genre de choses. Elle est peut-être moins impressionnante que celle d'Olsarte au Pays Basque, mais c'est toujours, pour les personnes qui ont le vertige, un moment un peu étrange. Moi, tous mes élèves sont passés dessus. Ils étaient plutôt contents et ils faisaient les pitres dessus. Mais c'est vrai que ça peut impressionner. Et on voit ensuite au-dessus, sur cette photo, tout en haut, l'autre monument culturel de la vallée, c'est évidemment le chemin de la Mature, qui lui aussi nous fait connaître des sensations vertigineuses si on s'y rend. Ce fameux chemin de la Mature, donc percé par des ouvriers. Vous savez, vous avez des connaissances historiques, je suppose, puisqu'il fallait exploiter le bois donc des forêts de la vallée au service de la marine royale et donc descendre les fûts des arbres abattus. Donc ce secteur a été taillé évidemment avec les moyens du bord du XVIIe siècle. Donc on imagine pas mal de sueur dépensée et peut-être des victimes dont on n'a pas forcément les noms. Bon, ça fait en général 2 mètres de large. Vous avez les piétons qui donnent quand même l'échelle. Ça attire aussi les fans d'escalade et ça produit un site assez original en escalade puisqu'on commence par descendre, on commence par le rappel et ensuite on remonte une fois qu'on a fini le rappel. Donc pour l'escalade, c'est plutôt l'inverse d'habitude. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y a à peu près une vingtaine de minutes de marche pour atteindre depuis le parking ce chemin de la Mature, qui est en plus sur le GR10, hein, le GR10 qui traverse les Pyrénées, traverse aussi la vallée d'Aspe à cet endroit précis. Donc vous voyez, culturellement, il y a un potentiel, mais on n'est pas dans des choses qui peuvent non plus transformer complètement la vallée. On n'est pas au maximum de leur exploitation. Ça fait tourner quelques emplois, mais c'est pas ça qui inverse une tendance démographique telle qu'on l'a décrite. Alors, il y a aussi des activités estivales de pleine nature qui, alors, on ne peut pas dire qu'elles sont prospères, mais qui se multiplient en vallée d'Aspe. Bon, évidemment, la randonnée. En fait, finalement, quand vous avez des régions comme ça où on atteint des altitudes relativement élevées et une déprise rurale et démographique, ça attire un public de personnes qui cherchent des endroits perdus. Ils s'imaginent qu'il n'y aura personne, que personne ne connaît, qu'ils seront face aux sauvages. Bon, c'est pas un hasard non plus si c'est dans cette vallée qu'il y a eu les derniers ours de souche pyrénéenne.
c'est bien parce qu'ils étaient au calme quelque part quand même. Hein. Et d'ailleurs, bon, les ours réintroduits semblent y prospérer à nouveau. Mais c'est vrai qu'on a des petits bijoux. Alors comme ce fameux lac du Montagnon, bon, qui se mérite quand même, puisque d'autant plus que, vu son succès, ils ont reculé le parking. Alors, sur votre carte, hein, vous avez le Montagnon d'Izeille. Sur la droite de... Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ça, mais voilà. Sur l'est du canton, là, donc à droite, vous avez 2173, le Montagnon d'Izeille. Donc, le lac en forme de cœur, il est là. Alors, le cœur est à l'envers. Il vaut mieux, finalement, monter, si c'est possible, sur ce sommet qui n'a pas de nom, ici, pour avoir le véritable cœur. Mais c'est un peu escarpé. Et en général, les photos qu'on va trouver sur Internet sont plutôt prises du Montagnon, c'est-à-dire donc d'un angle où il faut imaginer le cœur plus que le constater. Mais donc ils ont aménagé un nouveau parking qui est plus bas que le précédent, donc on est à l'ordre de 1000-1100 mètres de dénivelé quand même. Donc effectivement, c'est pas forcément donné à tout le monde. Alors, il y a plusieurs accès possibles, hein, mais depuis la Reims, c'est pas forcément mieux. Hein, c'est 1600 mètres de dénivelé. Alors, sauf si on a laissé passer sur la piste et qu'on arrive en 4x4 jusqu'à la cabane d'Arioutorte. Mais non seulement en théorie c'est interdit, mais en plus les inondations récentes ont fait beaucoup de mal à la piste qui mène à la cabane d'Arioutorte. Donc bref, mais malgré ça, hein, il y a ce genre de photos a tellement circulé sur Internet et les réseaux sociaux que ce lac devient relativement célèbre. Et on a au printemps notamment de plus en plus de campeurs qui s'y installent. Alors, j'ai pas trouvé de photos qui l'illustrent clairement, hein, mais on a des jours où voilà, les deux amoureux qui viennent planter leur tente au bord du cœur, finalement, ils sont pas du tout seuls et ils se retrouvent presque dans un terrain de camping à devoir chercher leur place. À quand des mesures pour éviter la surfréquentation? Ils vont peut-être fermer la route d'Aïdius un jour. Alors l'autre activité de pleine nature qui se développe beaucoup à part la randonnée en vallée d'Aspe, hein, c'est bien sûr le parapente. Il y a un site assez favorable, hein, du point de vue des amateurs. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste du parapente, hein, mais il paraît que du point de vue du vent et des courants, c'est cette vallée d'Aspe, notamment le repère là au-dessus d'Acous, est assez idéal pour les baptêmes, les vols d'initiation, pour l'apprentissage. Et en plus, vous avez un autre atout, vous avez une piste relativement facile, ouverte à la circulation, qui monte jusqu'à 1200 mètres. Et comme ça, vous pouvez, sans trop vous fatiguer, arriver jusqu'à l'aire de décollage. Et vous avez comme ça une vallée très ouverte, relativement à l'abri des grands vents, puisque le massif du Pic d'Agny protège à peu près des flux de l'ouest. Bon, après, évidemment, si vous en faites, il vaut mieux regarder la météo avant. Et la vallée d'Aspe a mordu aussi au virus du trail. Il y a la variante locale, hein, des possibilités offertes par le trail. Alors ils appellent ça monte en Aspe. Ça connaît de plus en plus donc de succès. Et ça amène chaque mois de juin donc son flot de véhicules et de participants. Bon, qui sont toujours un atout local, hein, puisqu'on a maintenant des gens qui viennent de toute la région. Bon, c'est pas un trail international comme ceux qu'on peut avoir en Vallée d'Or ou même en Andorre. Mais en tout cas, il affiche complet systématiquement chaque année. Hein. Donc, des activités de pleine nature qui reflètent plutôt un tourisme estival, donc quelque chose d'assez ciblé, difficile à pérenniser sur l'année, puisque sur l'hiver, on n'a que cette station de ski de fond, bon, qui en plus cet hiver n'a pas ouvert très longtemps. Donc il y a bien sûr des atouts, mais beaucoup moins que dans les vallées voisines des Pyrénées centrales. Alors un peu plus que peut-être que dans la vallée de Tardets, hein, de Haute-Soule, mais on n'est pas dans des choses de nature inversée
la tendance de déclin. Donc on en revient à la route. Est-ce que cette route, c'est le salut ou le calvaire de la vallée d'Aspe? Alors bon, c'est pas que je voulais rendre hommage à Bernard Lavilliers, mais vu qu'on revient à la route, est-ce que c'est un levier de développement, une route? Alors évidemment, oui et non. Sans route, point de salut. Si personne ne peut venir chez vous, c'est sûr que ça va être compliqué de vous développer. Au niveau géographique, en fait, la route, elle intéresse finalement prioritairement les métropoles. Vous avez peut-être remarqué que si on trace une ligne droite Bordeaux-Saragosse, on passe quasiment par la vallée d'Aspe. C'est une question de situation relativement logique. Si vous voulez aller au plus court possible, la vallée est donc le long de cette route. Donc vous ne pouvez pas passer directement par le pic d'Ani. Si vous cherchez une vallée assez proche de cette ligne droite, les Romains étaient vraiment très logiques. Ils étaient au plus efficaces. Le col du Somport à 1600 mètres, c'est le col le plus bas, en plus, avant le col des Arts, qui est à 1500 mètres dans les Pyrénées-Orientales. À partir du col du Somport, quand vous allez vers l'est, vous n'avez plus aucun col aussi bas. Le Pourtalais, c'est le suivant, il est à 1800 mètres, et bon, il est sur l'estive d'année, c'est-à-dire la neige, donc il est très enneigé l'hiver. Ensuite, tous les autres cols sont à plus de 2000 mètres, et il faut arriver aux Pyrénées-Orientales pour traverser les Pyrénées. Si vous alliez à l'ouest, bon, évidemment qu'il y a des cols plus bas, mais on était dans les territoires des Vascons à l'époque, qui étaient férocement connus, et il n'y avait pas forcément il y avait le col de Roncevaux quand même, au débouché de Saint-Jean-Pied-de-Port, mais on était ici dans quelque chose de plus direct pour aller vers Saragosse, fondée elle-même par les Romains. Alors si on tire une ligne droite directement depuis Pau, ça passe même géométriquement quasiment pile poil sur le col du Somport. Donc cette route, elle a été vraiment portée à bout de bras par le développement économique, malgré les luttes du fameux Indien, dont vous avez peut-être entendu parler, Éric Pétetin. Alors j'ai pas pris de nouvelles récentes de sa part, ce qui a connu quand même quelques déboires avec la justice, mais donc sa lutte, alors il était catalogué écolo bien sûr, mais avec ses Apaches et leur gare de la goutte d'eau reprise, ils avaient une base, pour ceux qui ne connaissent pas, dans la commune de Sept-Éguin. Il y avait une gare désaffectée et ils s'étaient installés donc dans cette gare désaffectée, qu'ils avaient surnommée la goutte d'eau. Et la légende racontait qu'on n'y buvait pas que de l'eau. Mais il a mené un combat donc d'un certain courage quand même, puisqu'il en est venu à faire de la prison à de nombreuses reprises, finalement pour ses idées. Alors ils sont allés jusqu'à commettre des choses évidemment répréhensibles, puisqu'ils ont empêché les travaux publics, ils ont saboté du matériel, etc. Et il en a assumé quasiment l'intégrale responsabilité, même s'il y a eu d'autres de ses compagnons qui ont fait un peu de prison. C'est lui qui a pris beaucoup des peines attribuées par la justice. Mais donc, cette route a quand même vu le jour. Donc, le tunnel a été ouvert en 2003, donc depuis une vingtaine d'années. Bon, c'est pas le tunnel de Bielsa, après, par rapport à celui de la Vallée d'Or. On est dans un gabarit quand même largement supérieur. Alors, c'est quand même un tunnel à double sens avec voie unique de chaque côté. On n'est pas à 2 fois 2 voies, mais il est quand même parfaitement éclairé, très très large pour les bus et les camions, avec une pente extrêmement douce. On est à 1100 mètres d'altitude à peu près, un tunnel qui fait 8 km de long, et donc qui est gratuit, en plus, ouvert toute l'année. Alors,
les jours où il neige beaucoup, il faut bien sûr déneiger, mais on est dans des dimensions relativement impressionnantes et favorables à un trafic assez important. Il était prévu 3000 véhicules par jour, on en constate simplement la moitié, à peu près 1500. Le chiffre est assez stable, d'après ce que dit la presse, sur les dernières années, 1500 véhicules jour, ce qui est très en dessous de ce qui était prévu. Donc ce tunnel crée un appel d'air de circulation, c'est clair, puisque le col existe toujours aussi. Il permet de gagner une demi-heure par rapport au franchissement du col en voiture. Alors évidemment, en bus ou en camion, c'est beaucoup plus. Mais voilà la version le côté espagnol. Ils ont été un peu plus monumentaux, on va dire, dans l'architecture de l'entrée de leur tunnel. Et encore, on n'a pas parlé de la gare, on y reviendra. Mais cette route, donc, doublée d'un tunnel, a visé donc des prétentions un peu internationales, puisqu'il s'agissait de relier deux régions, deux pays, deux métropoles. Les Espagnols y ont porté beaucoup d'espoir, puisque pour eux, point de salut sans connexion avec le reste de l'Europe pour leurs exportations. Et pour l'instant, c'est surtout les passages sur le Perthus et l'Atlantique qui sont les exutoires de ces exportations espagnoles et portugaises aussi d'ailleurs. Mais le côté français est beaucoup moins aménagé. Il y avait eu des questions d'autoroute prévues qui devaient relier Oloron. La route a été relativement élargie en Vallée d'Aspe, mais il y a eu entre Sette-Aiguin et Urdos, vous avez des zones où les virages sont extrêmement étroits, extrêmement resserrés. C'est une route techniquement assez difficile pour les routiers. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose de relativement fluide comme on peut le trouver côté espagnol. Le côté espagnol est beaucoup plus rectiligne avec une route beaucoup plus large. Et donc cette route est quand même l'objet d'un trafic routier de camions assez important qui ne profite pas vraiment à la vallée puisque les destinations sont au-delà des communes de la vallée d'Aspe et les habitants sont plutôt condamnés à observer leur passage. D'autant plus que alors oui, j'ai enlevé mon diapo numéro 2, mais vous avez peut-être vu que les principaux villages, Bedous et Acous, sont évités par la route. Donc pour les commerçants, il y a ce qu'on appelle en géographie un effet tunnel. Les gens sur la route passent, ils visent le son port et ils ne s'arrêtent pas. Leur objectif, c'est d'aller le plus vite possible. Et la déviation destinée à éliminer des nuisances pour les habitants, finalement, se retourne aussi contre les commerces qui ne bénéficient d'aucun apport de cette route. Donc on a une vision finalement d'une route portée par des investissements extérieurs, exogènes, qui ne bénéficient pas aux habitants eux-mêmes. Alors en plus, la route apporte de nombreuses nuisances concrètes pour la vallée. Je vous en avais parlé. Très souvent, on a l'actualité qui est marquée par de tels accidents avec des rejets, alors non seulement d'essence, mais aussi là c'était du goudron qui avait été renversé par ce camion. Une fois, alors j'ai pas trouvé d'illustration, mais il y avait eu un camion d'acide qui s'était renversé. Tout ça finit dans le Gave d'Aspe, pour le grand plaisir des pêcheurs, évidemment, et des amoureux de la nature. Sans parler, évidemment, du bruit. Et quand vous habitez, donc, je vous ai parlé de Sarance, mais on peut voir aussi Sette-Aiguin. Quasiment toutes les maisons qui sont au ras de la route sont à vendre. Comment voulez-vous continuer à vivre là ? Donc tout le monde s'en plaint, la route est là, et dans de tels endroits, elle est difficile à déplacer, à moins de faire un nouveau tunnel, ce qui paraît relativement compliqué, vu les déboires qu'il a fallu affronter pour déjà en faire un premier. Alors un premier, en fait c'est le deuxième, puisqu'il y avait déjà un tunnel, et
il y a toujours cette proposition de voie ferrée portée par, alors, évidemment le CRELOC, mais aussi le Conseil régional d'Aquitaine, et notamment son président, Alain Rousset, mais aussi, bien sûr, nos amis espagnols qui, eux, ont déjà aménagé leur voie ferrée jusqu'à Canfranc. Alors, historiquement, vous savez que cette voie ferrée Pau-Canfranc a existé donc pendant 42 ans, hein, de 1928 à 1970. Donc, ouverture en 28. Elle avait donc c'était un axe international, hein, qui était le seul à l'époque à permettre de passer en Espagne. Donc elle a amené même localement, hein, des rebonds démographiques, hein, alors très ponctuels, liés aux ouvriers qui se sont installés au village d'Urdos par exemple ou d'Etsote, mais il y avait quand même un bénéfice démographique. Alors après la Deuxième Guerre mondiale, par contre, le trafic s'était beaucoup affaibli, et avec le développement de l'automobile, l'ouverture de la route du Somport, bon, les gens prenaient de moins en moins le train, et la ligne n'était déjà plus rentable dans les années 60. Et les mauvaises langues disent que la SNCF attendait finalement un accident un prétexte pour ne plus rien faire. Et pour fermer cette voie. Donc l'accident est arrivé en 1970 et depuis les rails sont toujours là. Alors c'était une ligne pourtant très impressionnante avec un tunnel hélicoïdal qu'on distingue un petit peu ici, juste au-dessus d'Urdos. Vous avez la voie ferrée qui fait un demi-tour en spirale à l'intérieur de la montagne, hein, comme il y en a aussi en Ariège, hein. Je ne sais pas si dans la voie qui mène à l'Hospitalet près l'Andorre, vous avez un tunnel hélicoïdal aussi en Ariège. Donc c'est pas unique au monde, ni en France, mais ça a le mérite d'exister en Vallée d'Aspe. Et alors depuis 2016, on a quand même une réouverture partielle jusqu'à Bedouce, qui a été portée à bout de bras par le Conseil régional, alors en son temps d'Aquitaine, maintenant de Nouvelle-Aquitaine, avec un train donc non électrifié. Ce sont des trains à moteur diesel. Et alors là, la photo témoigne bien de l'intensité du trafic, hein. C'est vrai que pour le voir souvent passer, puisqu'il arrive jusqu'à Pau, en plus ce train il fait Pau, Oloron, Bedouce, c'est un train très peu rempli. Il y avait 2 wagons, le plus souvent à son ouverture. Maintenant il n'y en a plus qu'un, et même ce wagon seul n'est que rarement rempli, hein. En plus, quand il y a évidemment, c'est le genre de ligne, dès qu'il y a une difficulté pour la SNCF, les trains annulés ou en retard, ça tombe forcément sur ce genre de ligne, puisqu'on va privilégier les grandes lignes pour le recrutement, les ressources humaines de la SNCF vont privilégier les TGV, évidemment, et les TER ou intercités les plus chargés. Donc c'est des lignes qui sont souvent contraintes. Donc pour les habitants, il est difficile de compter dessus. Il y a des bus qui secondent un peu les choses. Alors il existe une ligne de bus qui relie Bedouce à Canfranc, mais elle aussi ne fait pas le plein forcément. On est dans quelque chose de difficile à développer. Alors, les arguments évidemment des partisans de la ligne, c'est que c'est parce qu'elle ne va pas jusqu'au bout et qu'il faudrait reprendre donc l'ancien tunnel qui existe toujours, parce qu'il y a un deuxième tunnel du Somport. Bon, j'ai pas mis de photo, mais vous pouvez l'imaginer, je suppose. Et derrière, les Espagnols donc qui poussent, qui investissent de manière très impressionnante. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés récemment à Canfranc. Bon, c'est vraiment époustouflant. Alors déjà, le bâtiment lui-même, quand il avait été inauguré dans les années 20, était de dimension incroyable, hein. Il se disait que c'était la deuxième plus grande gare d'Europe en termes de superficie du bâtiment. Et elle avait été laissée à l'abandon pendant des décennies, donc c'était une sorte de Titanic à l'abandon.
Et donc depuis quelques années, les Espagnols en ont fait donc un hôtel 5 étoiles. Alors, ouvert, il est ouvert, hein, vous pouvez réserver votre chambre. La ligne de train fonctionne. Alors, j'y suis allé l'an dernier avec des élèves, elle fonctionnait. Je ne sais pas si quelqu'un m'a dit qu'elle ne fonctionnait plus ces dernières semaines, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, le bâtiment est flambant neuf, en tout cas rénové. L'intérieur a été adapté à des normes relativement ambitieuses. Hein. Donc les Espagnols, avec de telles dépenses, ne cachent pas qu'ils ont vraiment des attentes, des ambitions. Et on trouve de très nombreux témoignages qui font écho d'un certain ressentiment des Espagnols qui reprochent aux Français de ne pas être aussi convaincus qu'ils le sont de leur côté. Alors je ne sais pas pourquoi ça fait ça, excusez-moi. Alors, le train peut-il vraiment porter un nouvel essor de la vallée d'Aspe ? On ne peut pas vraiment répondre à cette question. Il y a toujours le danger de l'effet tunnel, parce qu'effectivement, si les clients potentiels du train sont là, peut-être que ce n'est pas la vallée d'Aspe qu'ils vont viser, mais plutôt l'Espagne, Canfranc, et donc des navettes entre métropoles, comme c'est souvent le cas dans les voies ferrées. Les petites gares locales seront peut-être souvent oubliées par les arrêts, ou en tout cas pas forcément toujours systématiquement desservies. Il y a toujours la question des villages qui sont un peu plus loin de la voie ferrée, hein, comme Lesquin, Aïdius, ça ne va pas non plus toujours les porter. Et alors quand on voit les tendances des trafics de TER et les débats, les polémiques qu'il y a sur les tarifs de la SNCF pour les petites lignes, ça fait des arguments qui permettraient de douter, c'est sûr, puisque vous avez déjà entendu dire que la SNCF met le paquet sur ces lignes LGV, sur les liaisons intermétropoles, et donc le parent pauvre, ce sont les réseaux secondaires, et là on est typiquement dans un réseau secondaire. Après c'est vrai, on entend que c'est quelque chose qui permettrait d'économiser de nombreux flux automobiles, alors de polluer moins si ce sont des lignes diesel, on ne sait pas trop, ça dépend avec quoi on compare, mais c'est difficile de répondre sur la certitude d'un nouveau développement. Alors, en conclusion, je voulais vous montrer des photos prises par Régis Faustin. Donc la vallée d'Aspe est, je trouve, assez emblématique de nombreuses vallées pyrénéennes qui finalement ont souffert au XXe siècle de cet exode rural massif, de cette transformation imposée un peu de l'extérieur, et elle continue finalement de souffrir des logiques extérieures sans pouvoir trouver une solution adaptée à elle-même. Et elle a perdu cette autonomie qu'elle pouvait revendiquer finalement autrefois. Elle est malheureusement dans la dépendance. Alors excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe avec ces sauts-là, je ne fais rien, vous voyez. Et ça saute tout seul. Mais elle est quand même une vallée touchante par les paysages qu'on peut y trouver, par les rencontres qu'on peut y faire. Et donc je me fais l'écho de l'ouvrage de Régis Faustin qui a écrit Liette, L-I-E-T, le nom d'une estive, l'estive oubliée, où il a rencontré Jacques. Donc je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui porte cet héritage, qui évidemment se perd, mais qui est le dernier représentant des bergers à l'ancienne, en quelque sorte. Jacques passe systématiquement au moins 2 semaines chaque été. J'ai vu des témoignages comme quoi il y était encore en 2023. Alors il a 64 ans, est-ce qu'il montera
à l'été 2024, bon, pas de certitude, mais je suppose que s'il peut le faire, il le fera. Donc il part du village d'Akous, il passe l'été sous le col d'Iseille, à la cabane qui s'appelle Escuretz. Alors Escuretz aussi, c'est un nom qu'on rencontre partout dans les Pyrénées, mais là-bas aussi, il y a une cabane des Escuretz. Et donc au début du mois d'août, quand les conditions sont favorables, il monte avec ses brebis, et il dit qu'il monte pour ses brebis, hein, parce qu'elles y sont bien. Il a environ 300-400 brebis. Il est tout seul, et alors, si ça revient, vous avez peut-être vu l'état de sa cabane, notamment du toit. Vous voyez un petit peu le sol aussi. Donc évidemment, pas d'électricité, pas de portable évidemment. Tout seul donc, sans aucune possibilité de secours. Et évidemment, pour la traite, Régis Faustin a pris une photo assez édifiante. La traite, c'est directement dans l'éboulis. Il emmène son seau avec lui et il suit les brebis. Hein. Il les perturbe pas avec un enclos ou voilà. Donc je ne sais pas s'il en reste beaucoup dans les Pyrénées, des comme lui. En tout cas, il y en a un en Vallée d'Aspe. C'est vrai que bon, après les autres bergers en Vallée d'Aspe, bon, beaucoup ont des quads aussi comme ailleurs, ou voire des 4x4. Mais on trouve quand même des bijoux en Vallée d'Aspe, humains ou paysagers. Et malgré cette route, elle a quand même des abords relativement préservés. Le parc national aussi est parmi les plus, donc les mieux protégés dans le secteur d'Aspe, hein, avec une faune et une flore. On a le Grand Tétras notamment, hein, en Vallée d'Aspe. Ils ont réintroduit des bouquetins. Donc on a un patrimoine naturel quand même relativement préservé. Et alors Jacques nous dit que le paradis existe encore en Vallée d'Aspe. Excusez-moi, j'ai pas trop regardé le temps cette fois-ci. Donc j'ai terminé. S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Merci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.